כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est que vous avez bien téléchargé l'application sur App Store ou peut-être même que vous nous suivez sur le site www.studiokalita.com. Mais pour l'heure, je suis avec David Antonelli, mon invité du jour. Bienvenue David. Bienvenue, Shalom. Odaraba, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, vous nous venez d'Ashkelon, mais en fait, vous venez de beaucoup plus loin que ça, puisque vous êtes né en Corse, dans un petit village qui s'appelle Ghisonaccia. Oui, tout à fait. Ghisonaccia, en Haute-Corse, qui est là où je suis né. Et c'est la famille qui est originaire de mon père qui est là-bas. Voilà, donc très loin d'Israël. Très loin d'Israël, pourtant dans une famille militante, mais dans un militantisme d'un autre genre, puisque le mouvement national corse, eh bien, ça fait partie, on va dire, de la tradition familiale. Ah oui, tout à fait. J'ai grandi dans une famille très militante en Corse. Voilà, vraiment des militants nationalistes de la première heure. Moi aussi, je veux dire, toute la période de mon enfance, de mon adolescence, j'ai grandi au milieu des meetings et des réunions publiques. Voilà, très... Vous avez pris les armes? Quand même pas. Non. On va pas le dire ici. Mais en tout cas, vous étiez bien impliqué, quoi. Oui, tout à fait. Les meetings, les... Oui, surtout que c'était en Corse, on est vite mis dans le bain. Les réunions publiques, je racontais à mon épouse que je faisais même mes devoirs lorsque j'étais en CM2 dans un local politique, carrément avec un copain d'enfance là-bas. Donc, j'ai très vite été absorbé par l'ambiance du FLNC, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ok, alors, une famille militante, pas juive, catholique, de tradition. Oui, comme toutes les familles en Corse pratiquement, qui sont... La ferveur chrétienne est très, très forte en Corse et les traditions sont très ancrées dans la société. Mais vous avez très vite rejeté les principes du christianisme. Oui, tout à fait. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure et comme je le raconte régulièrement dans mon histoire et dans mon parcours, donc j'ai rejeté la foi chrétienne parce que j'ai trouvé un nombre important d'incohérence dans cette religion et dans finalement ce qu'on m'avait enseigné. Et donc c'est un cheminement qui m'a après emmené par la suite à retrouver mon identité juive. Alors quand vous dites retrouver, c'est rigolo parce que personne n'est juif dans votre famille, ni père, ni mère, ni grand-père, ni personne. Non, j'ai aucun parent juif, ni du côté de mon père, ni du côté de ma mère. Quoi qu'on ne sait pas, parce qu'on dit souvent que les Corses, en tout cas en Corse, en raison on va dire d'un politique qui avait fait venir, rapatrier des juifs du ghetto de Padoue, n'est-ce pas? Oui, c'est une anecdote qui est un fait historique. C'est Pascal Paoli qui était donc le chef, on va dire le général de la nation corse à l'époque, dans sa courte période d'indépendance. Non, on est loin là, on parle juste avant Louis XV. On remonte très loin en arrière, mais c'est pas grave. Bon, c'est un fait historique et la Corse c'est la Méditerranée, donc c'est vrai que les Juifs dans cette période-là étaient beaucoup. Il y avait énormément de migration et donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné, persécutés dans les ghettos en Italie, ils se sont retrouvés en Corse, de passage là-bas. Et donc il y a un certain nombre, comme je dis toujours, de familles en Corse qui ont vraiment une consonance très, très juive, qui ont été transformées après un petit peu à la sauce à la langue corse. Ouais. Mais bon, Bon, alors vous êtes un peu, pas en révolte, mais disons en recherche. Vous êtes en recherche de vous-même, de quelque chose de vérité, on va dire. Tout à fait, ouais, c'est à partir de ce moment-là donc, que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma religion de naissance et je trouve des incohérences très profondes. Et donc, j'ai besoin de connaître la vérité, de savoir qu'est-ce que c'est Dieu, comment il se révèle dans ce monde.
Et quelle est la place finalement pour les hommes véritables? Quelle est la vérité? Il y en a une, il y a un sens dans ce monde. Et je savais que ce n'était pas le christianisme, et donc j'avais besoin de trouver des réponses. Bon, vous avancez en âge, vous arrivez vous perdez votre maman, Oui. donc vous avez à peu près 25 ans, et là, ça commence à prendre de l'ampleur chez vous. Vous dites, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et vous Oui. prenez la parole, vous êtes même très présent sur les réseaux sociaux, vous faites des petites vidéos. Oui. Et vous lancez des messages qui sont très entendus. D'ailleurs, une des premières vidéos que j'ai fait qui a été très vue, même ici en Israël, c'est que justement, alors je n'avais pas encore l'intention de me convertir, mais je dis dans cette vidéo qu'en étant en Corse, donc je crois profondément à la Torah d'Israël. Et j'explique que je suis président de l'association Corse-Israël en Corse, que je milite, etc., que je porte l'étoile de David. Donc, je n'ai pas encore l'intention de me convertir à l'époque. Mais en tout cas, déjà, c'est clair pour moi. Par disons, alors, disons... ce qui vous rattache, c'est alors bien que vous soyez super assidu, vous faites entre 5 et 6 heures de cours de Torah par jour, Oui. que vous suivez sur Internet. Alors, tout y passe. Tout y passe. Et alors voilà. Vous sortez plus de chez vous, vous étudiez toute la journée. Exactement, puisque ce qui se passe au départ, c'est que je n'arrive pas à la Torah tout de suite. Ouais, bien sûr, vous arrivez avant ça, vous arrivez par Israël. C'est ça, en fait. Par Israël. Alors je m'intéresse un petit peu au conflit, tout ça. Mais c'est vrai que ce qui me finalement après m'a réveillé le plus, ma neshama, on va dire, et m'a fait retrouver mon identité, ma source, c'est vrai que ce sont les enseignements de la Torah. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, il y a une véritable connexion. Et vous avez voulu faire le pas et devenir juif. Voilà, alors c'est pas venu en un jour, bien évidemment. Non. Mais j'ai senti la différence entre apprendre des choses et juste se cultiver, et vraiment la neshama qui crie et qui demande. Voilà, alors vous, votre chemin est intéressant parce que vous êtes passé du sionisme, du militantisme, on va dire, de la hasbara, du militantisme sionisme à la Torah. Alors, c'est pourtant paradoxal parce qu'on sait très bien que le FLNC est plutôt pro-palestinien, on va dire, et vous faisiez de la hasbara pro-israélienne. Ah oui, c'est sûr qu'encore ça a été... ça a dû déménager chez vous. Ça a dû déménager, puisque c'est vrai que j'étais le seul. Quand j'ai créé cette association, moi encore, cette association Corse-Israël. On était en quelle année alors quand vous avez créé ça? C'était avant votre alia? C'était de 2 ans avant mon alia, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, ça remonte à 2011, peut-être 2012, quelque chose comme ça. Voilà. Assez récent. Et donc, c'est vrai que j'étais le seul à militer comme ça sur les réseaux sociaux, à faire des conférences. Vous faisiez quoi? Vous preniez position? Vous démontiez c'est-à-dire j'essaie d'apporter un maximum de faits historiques et religieux pour démontrer la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre. Et donc, alors après... Vous parlez bien dans le micro. Oui. Alors, j'ai apporté un certain nombre d'éléments, toujours politiques et religieux, pour expliquer la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre, expliquer que finalement, ce qu'on appelle le peuple palestinien est une imposture, une invention, qui pour moi a été un simple moyen à un moment donné pour le monde arabo-musulman de légitimer le djihad contre nous. Et donc, j'essaie d'expliquer ça du mieux possible pour que finalement, les personnes qui ont été trompées, à mon sens, par les médias pendant très très longtemps, avec toute cette désinformation, finalement, comprennent que cette terre est à nous et pas à notre peuple. Comment réagissent vos copains militants du FLNC ? Quand ils vous voient, d'abord... Mes copains n'étaient pas tous militants du FLNC, mais il y avait beaucoup de même sympathisants. Qui étaient... Allez, les sympathisants. Mais disons qu'il y a un questionnement qui est quand même... ils me connaissent. Ils m'ont vu grandir. Ils savent que... Donc ils donnent du crédit à vos propos, forcément. Ils donnent du crédit, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de conviction. Et donc, en me voyant comme ça, avec en plus l'étoile de David... Et président de l'association corsaise, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà. Après, moi, justement, j'ai apporté un certain nombre de réponses. Alors, là où ça marchait, justement, c'est parce qu'il y a le côté quand même de la Bible. Étant donné que la Corse est profondément chrétienne, moi, je leur disais, mais à un moment donné, il faut ouvrir ce que vous appelez l'Ancien Testament, il faut l'ouvrir. Parce que même si c'est une Bible qui est traduite, rien que par rapport à ce que vous appelez l'Ancien Testament, vous allez comprendre que la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre, elle est écrite noir sur blanc. Le seul peuple juif, c'est le seul peuple qui a un contrat signé, quelque part, que cette terre, elle est à nous. Et ça a marché, parce que l'air de rien... devant finalement la révélation divine, il n'y a rien qui tient. Donc vous faites votre chemin, vous militez pour Israël, vous faites de la hasbara, de la
propagande, entre guillemets. En tout cas, vous essayez de démonter des mythes, hein, on va dire ça comme ça. Ça marche très bien, vous êtes hyper suivi. Et puis, ça ne vous suffit pas. Donc, vous vous enfermez, vous étudiez la Torah, toujours grâce à Internet. Toujours grâce à Internet. On dit que c'est l'arme du Mashiach, Internet, je comprends, parce que finalement, les sources de la Torah se répandent dans les endroits les plus éloignés. Oui, parce que votre village, c'est un petit village. Oui, et aucun juif, pas une synagogue, rien. Donc, comment revenir à la Torah d'Israël sans Internet. C'est pour ça que des fois, quand je discute même avec des amis qui sont haredim, qui sont un peu contre tout ça, mais vous ne vous rendez pas compte de la force que c'est Internet. C'est vrai qu'il y a des choses encore à changer. Et on va dire à filtrer tout ça. En tout cas, pour vous, c'était formidable. Extraordinaire. J'aurais jamais pu revenir s'il n'y avait pas Internet. D'accord. Alors, en 2011, vous faites un voyage en Israël. En 2000, le premier, de manière incroyable, assez providentielle. Par la découverte du Krav Maga aussi en Corse, qui de manière providentielle aussi relié à Israël. Donc automatiquement, je suis amené à faire un stage en Israël. Et là, du coup, j'arrive à Netanya pour la première fois. Je rencontre mon ami aussi qui a des origines corse, David Sanhedrin, et qui me fait visiter donc, pour la première fois Jérusalem, qui m'invite chez lui Shabbat. Et donc, je passe un moment extraordinaire. Donc là, le clic commence à s'enclencher sérieusement. Là, ça commence à s'enclencher sérieusement. Et il est vrai que je racontais à mon époux, je ressens des choses très, très fortes quand j'arrive à Jérusalem. Et après, c'est la dernière ligne droite. Après ce voyage-là, les choses sont vraiment montées en puissance. Alors, ok, on sait que c'est un long processus, mais il n'y a pas un moment où on se dit quelque chose qui va nous aider à basculer d'un côté ou de l'autre. Comment vous avez fait, vous ? Alors, c'est que je me suis levé un matin, et à un moment donné, c'est de manière assez incroyable, avec pourtant toute ma famille qui est là-bas, mes amis, j'avais tout. Je me suis dit, mon monde qui était là-bas, et je me suis levé, je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi. Il faut absolument que j'intègre, je retrouve mon peuple et que je vienne en Israël, parce que ma place, elle est en Israël avec mon peuple, et en étant sur ma terre, pour faire ma Torah ici en Eretz Israël. Et ça, c'était fondamental pour moi. Je pouvais plus rester en Corse. Alors pourtant, vous travailliez à l'époque, vous aviez une entreprise en bâtiment, vous gagnez très bien votre vie, vous n'avez aucune raison, on va dire, entre guillemets, matérielle de partir, mais le spirituel prend le pas. Oui, oui. Après, c'est comme Abraham, comme je dis. Quand je suis parti, j'ai publié l'Ech Lecha d'Abraham Avinu, puisque c'est exactement... On dit qu'il faut toujours comprendre que les personnages dans la Bible, à chacun notre niveau, il faut vivre les messages que nous transmet la Torah. Et Abraham, c'est pas juste un personnage historique. On vit tous un Lech Lecha à l'intérieur de nous, et moi, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait que je quitte la maison familiale de mon père. Pour aller vers vous. Et pour aller vers moi-même. L'Ech Lecha, c'est un va vers toi. Et moi-même, c'était la terre d'Israël, c'était mon peuple. C'est aujourd'hui mon épouse, c'est ma petite fille de 4 mois. Bon, Hachem, c'était ça. Et donc, alors, vous partez, vous faites votre alia. C'était à peu près il y a 3 ans et demi. Oui. Vous allez vers la conversion. Oui, je décide donc de me convertir. Et en plus, voilà, pour moi, c'était extraordinaire. Puis de pouvoir en plus faire ma conversion en Israël, c'est exceptionnel. C'est que je rentrais tout de suite dans le bain. Et déjà, j'avais la compréhension. À l'époque, pour moi, c'était inconcevable même de redevenir juif et de rester en exil, de rester en France. Parce que pour moi, le judaïsme n'est pas une religion, mais c'est surtout une identité avant tout. Et pour moi, la Torah et Mitzvot, c'est ici, en Israël, au sein de notre nation. Ce qui est demandé aussi à Abraham Avinu, quand Dieu s'adresse à lui, il dit « deviens une nation ». Il dit « ne sois pas juste un pratiquant ». On aurait pu lui dire « reste en Babylonie ou une yeshiva là-bas », mais ce n'est pas ce qu'il lui a demandé. Il dit « avant tout, deviens une nation et après, tu vivras avec les valeurs de l'Éternel ». Mais c'est une nation avant tout, donc pas une simple pratique. Vous appliquez tous ces messages et tout ce pourquoi vous êtes monté en Israël, vous vous convertissez au bout d'un an. Ça a été dur ? Ah non, pas du tout. Vraiment, c'est une expérience qui a été pour moi extraordinaire, et j'ai vite été rempli de tout, de cette pratique intense, des prières, tout des choses que la vie, le quotidien d'un juif, quoi, se lever le matin, faire la tefila, mettre des téfilines, tout ça, c'est extraordinaire. Et là, vraiment, ça y est, je suis arrivé. Voilà, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Je suis arrivé enfin à destination. Voilà, j'ai retrouvé.
là où je devais être, en fait. Hein. Alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que vous avez trouvé votre âme sœur grâce à votre engagement auprès d'Israël, parce que lorsque vous étiez, on va dire, à fond sur les réseaux sociaux, lorsque vous écriviez, vous commentiez, vous n'avez pas de cesse de répondre à tous les commentaires qu'on vous postait, mais il y avait une jeune fille qui s'appelait Elat qui écrivait aussi. Incroyable. Oui. Mon épouse... Et qui vous a repéré. Qui a repéré, après j'ai repéré moi aussi, mais c'est vrai, ça s'est passé par Internet encore, puisque elle-même était très militante à Paris, donc très sioniste, tout ça. Donc, vous êtes dû trouver des convictions communes, on va dire. Exactement, et donc de manière incroyable, providentielle. Hachem, on dit qu'il ouvre la mer pour faire retrouver un zivou. Alors c'est vraiment le cas de le dire, parce qu'il a fallu que moi je fasse tout ce chemin, ce retour de Corse. Et mon épouse, Baruch Hashem, bien entendu, ne s'était pas mariée puisqu'elle m'attendait. Et Hashem fait bien les choses. Elle était à Paris, elle se connecte avec vous par Internet, mais toujours à travers des posts concernant Israël. Et puis ce qui est incroyable, c'est qu'elle, comme elle me raconte, à un moment donné, elle s'est passé quelque chose comme quand elle m'a vu. Elle s'est dit, voilà, moi, le mari idéal pour moi, c'est ça. Voilà. C'est lui. Moi, je ne le savais pas encore. Et un jour, c'est fou, puisque des fois sur Facebook, on reçoit des fois par des connaissances des messages. Suggestions d'amis de quelqu'un. Et on me dit de suggérer un ami, et là, moi que je connaissais de nom, puisqu'elle était très militante, tout ça, et elle écrivait et tout. Donc, et je l'avais déjà repérée aussi, parce qu'elle est très belle, mon épouse. Et donc, je ne vais pas hésiter une seconde. Mais vous étiez encore en processus de conversion à cette époque. J'étais encore en processus de conversion depuis déjà plusieurs mois. Et donc, on a commencé à se parler, un petit peu tout ça, déjà sur Facebook au début. Mais elle n'a pas voulu avancer, elle a préféré que vous terminiez votre conversion. Oui, bien évidemment. Mais quand même, vous vous êtes rencontrés une fois. Voilà, mais ce qui est fou, l'anecdote de tout cela, c'est que comment on a pu se rencontrer, c'est que quand on arrive ici en Israël, qu'on fait un processus de conversion, on a un visa de 3 mois qui est renouvelable. Oui. Il s'était passé un petit incident, puisque moi, mon visa, les personnes qui m'avaient intégré dans le Giour pensaient que le visa donc, devait être renouvelé automatiquement par le Misrad Giour. Et finalement, non. Ça ne s'est pas passé. Donc, j'ai dépassé ma date. Donc, je me suis retrouvé en situation irrégulière. Vous avez dû sortir du pays. Il a fallu, même pas, parce que si je sortais, je risquais de plus rentrer. Alors, de manière incroyable, à Netanya, j'ai connu une personne qui connaissait quelqu'un au Misrad Apnim, qui expliquait ma situation là-bas. Il a dit, il faut absolument l'aider. Redonner une prolongation même de 10 jours, mais qu'il puisse sortir avec son visa en règle et revenir. Parce C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et moi, du coup, comme j'ai pu ressortir, même sur l'espace d'une semaine, j'ai pu donc, comme j'étais en contact déjà avec elle, lui dire, moi, si tu veux, comme je vais rentrer en Corse... On va prendre un café ensemble. Comme je vais rentrer en Corse, passer quelques jours, si tu veux, on peut se voir à Paris, on fait notre chidour et on voit. Et ça coulait de source quand on s'est vu à Paris, on a beaucoup parlé. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous vous êtes vus une seule fois. Une seule fois. Et puis, tout le reste, ça a été par téléphone. C'est incroyable. Et ça a duré longtemps quand même. Oui, ça a duré facilement après notre première rencontre, 7 à 8 mois par téléphone. Et ensuite, la deuxième rencontre, c'était sous la roupa. Alors, une première avant, parce qu'il fallait voir quand même les Dayanim avant. Mais en gros, c'était ça. Ah oui. Et du coup, après, on s'est retrouvés tous les deux sur la roupa. Alors, aujourd'hui, vous habitez à Ashkelon. Ouais. Vous êtes installé. Comment ça se passe, Lalia? C'est difficile ou ça va? Ça coule de source? C'est difficile, c'est vrai. J'aimerais, parce que je suis profondément attaché à notre nation et surtout aux Juifs qui comme moi, viennent de l'Aliyah de France, on va dire, en règle générale. Ouais. Et j'aimerais vraiment que les choses soient plus faciles au niveau de l'emploi, justement, que les gens puissent arriver. Vous n'avez pas de travail actuellement? Vous ne travaillez pas? Je n'ai pas de travail, non. C'est très compliqué. Donc vous vivez sur vos économies? Baruch Hashem. Ah ouais. D'accord. Grâce à Dieu, j'ai pu arriver avec des économies qui me fait tenir, mais je me dis comment j'aurais fait si je n'avais pas ces économies, chas v'shalom, à revenir en arrière, j'aurais été l'homme le plus malheureux du monde. Ouais. De repartir avec mon épouse, de dire... Tiens, donc là tout est rose, mais le point à éclaircir, on va dire, en tout cas, à trouver une solution pour vous, c'est le travail. Oui, alors je sais que je ne suis pas le seul, c'est pour ça que je ne parle pas, j'imagine, en mon nom. Voilà. Et à mon sens, je ne sais pas, alors je ne suis pas à la Knesset, je ne suis rien du tout, hein, mais j'aimerais, je pense que le gouvernement devrait vraiment, tant que les Juifs qui montent ne trouvent pas un travail, les prendre en charge du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, attention, pas juste pour la prise en charge et rien faire. C'est-à-dire des cours obligatoires de langue pour après au final avoir un hébreu excellent, mais automatiquement un emploi à la clé. Tant que ce n'est pas le cas, au moins qu'il y ait une aide financière qui permette aux familles de vivre et jamais de revenir en arrière.
Parce que c'est vrai qu'en Israël, on voit qu'il y a des gens qui montent ici, qui sont beaucoup moins sionistes que nous, comme le réseau russe par exemple, qui pour moi, les 3/4 ne sont pas juifs. Ils sont beaucoup moins engagés et finalement, ils ont des pans d'or. Et ça, c'est vrai qu'on doit se battre pour ça, on doit faire changer les choses. Parce que la nation d'Israël, la Malchoute, on doit la reconstruire nous. Et ces choses-là, Bezrat Hashem, il faut qu'on se batte pour les changer. Bon, alors on espère, en tout cas, on vous souhaite, David, avec votre diplôme, vous avez un diplôme reconnu par Wingate, d'enseignant, de professeur de Krav Maga, d'entraîneur. J'ai 6 diplômes qui sont tous israéliens en plus. Tous israéliens. J'ai un diplôme pour former les civils, donc hommes, femmes et enfants. J'ai un diplôme pour former les gardes du corps en technique de Krav Maga. Ouais. En Corse, j'ai formé du personnel hospitalier à la maîtrise des patients dangereux. J'ai formé des personnes qui travaillent dans la sécurité. J'ai formé des militaires. Donc, je pense que j'aurais pu mettre ce service-là. On peut toujours, mais tout est possible. 3 ans et demi en même temps, c'est pas si long, c'est un peu long quand même, sans boulot. Mais on profite de cette émission pour vous donner un petit coup de pouce. Si quelqu'un écoute et vous cherchez un entraîneur, un coach de Krav Maga, voilà, vous en avez un tout trouvé. On est vraiment content d'avoir mis en lumière un peu votre histoire. Merci, ça m'a fait vraiment très plaisir de venir raconter mon parcours sur ce plateau. Si ça peut aider à des familles qui sont encore aujourd'hui, de leur donner un petit peu de force pour monter, de la mouna, avec grand plaisir, à mon humble niveau. Et voilà, en espérant que vous aussi, ce que vous faites permettra d'arranger beaucoup de situations au niveau de l'emploi des francophones, des Antachem. On essaie, en tout cas on s'y attelle. Merci beaucoup David Antonelli d'être venu et Beatzlacha pour la suite. On espère vraiment qu'on vous aura donné un petit coup de pouce. Amen. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.